Bien bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de plein de choses très importantes. Comme d'habitude, maintenant j'ai pris l'habitude de vous faire un petit sommaire, comme ça on sait de quoi on parle et puis vous pouvez avancer dans la vidéo selon ce qui vous intéresse. Mais spoiler alert, tout est intéressant, donc suivez toute la vidéo et regardez. Voilà, donc on commence par un petit point sur le software. Donc aujourd'hui c'était les résultats, enfin, hier c'était les résultats d'Adobe, mais toujours rien, le marché s'en tape. Regardez-moi ça. Adobe en bourse. Ils ont battu les attentes, ils ont battu les résultats, ils ont un carnet de commandes plus rempli que ce qui était prévu, mais c'était rien. En fait, ils ont même baissé avant de remonter un peu. Et ça change rien au constat que ça s'écrase depuis le début de l'année. Donc on refait le même constat par rapport aux autres entreprises software. Donc c'était euh, c'était légèrement son début de séance et là ça s'écrase. Ça va aller beaucoup plus bas, hein, tout ça. Tout simplement parce que le secteur est inquiet. C'est pas qu'ils sont pas performants, qu'ils sont pas en train de battre les attentes ou qu'ils ont pas de croissance. C'est juste que le marché est inquiet. C'est comme à Google quand il y avait le risque du procès. Dès qu'il y avait plus le risque du procès, ça a explosé et ça continue d'exploser. Donc même chose, hein, Dassault système. Et en fait, euh, cette inquiétude, c'est la même qui est apparue sur Téléperformance il y a 2 ans. Regardez-moi Téléperformance, c'est à 63 balles. En fait, ça descend de petit à petit. Sachant qu'ils sont toujours en positif sur le free cash flow, tout ça, et leur valorisation, c'est que dalle. Regardez, on va mettre. Déjà depuis le début de l'année, c'est moins 24%. En un an, c'est moins 35%. Sur 5 ans, c'est moins 76%. Mais rendez-vous compte, depuis le début, enfin, depuis le max, c'est moins 84%. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Et au maximum, je pense, ils ont quand même gagné de l'argent, hein. Mais en fait, le marché a commencé là, à partir de 2023. En fait, ils ont eu une certaine hausse, parce que là, la baisse, c'était par rapport à un scandale. Là, ils ont fait une petite hausse, 20%. Et puis, depuis les 200 balles, c'était l'écrasement par rapport à l'intelligence artificielle, tout ça. Et justement, en 2023, c'est ChatGPT qui est apparu. Les bases les plus médiocres que l'humain puisse faire, c'était, enfin, pas médiocre, mais en mode, la, la valeur ajoutée la plus basse, c'était les centres d'appel. Donc, c'était les premiers dans le viseur. Donc, voilà, ça traduit la baisse. Maintenant, même les logiciels ou même les solutions logicielles comme la conception par ordinateur, la retouche de photos, tout ça, Adobe, tout ça, même ça, qui est normalement des tâches à valeur ajoutée, sont en train d'être disruptées ou au moins une inquiétude. Parce que là, toute cette période-là, on pensait qu'il y avait de l'inquiétude. Mais en fait, ça s'est avéré. Bah, du coup, ce qui commence à arriver à Téléperformance, je pense que c'est ce qui arrive ou arrivera à Adobe, CRM et Dassault Systèmes, à moins qu'ils ne puissent resurfer sur les tendances. Parce que regardez, Dassault Systèmes, ils sont en train déjà d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur système, comme SAP, parce que SAP ça monte, hein, ça explose tout. Et comme je le disais pour Dassault Systèmes, ils sont en train de mettre des solutions cloud et ils disent qu'ils vont doubler leur chiffre d'affaires, enfin, pardon, doubler leur chiffre d'affaires, ouais, d'ici 2030. Je sais pas comment ils vont faire, mais à ce qui paraît, c'est leur but. Ouais, bah, vous voyez, ça c'est intéressant, ça. SAP qui était la star, bah, moi je pensais qu'elle était en hausse. La dernière fois, je pense que c'était là, c'était plus 13, plus 14%, mais là ça descend. Et ça descend bien, hein. C'est là moins 20% depuis l'été. Et là, depuis le début de l'année, c'est moins 8%. C'est plus fort en termes de momentum que ce que je vous ai montré avant. Mais regardez bien que le software est en train d'être disrupté, au moins l'inquiétude est là. Par contre, il n'y a pas de souci, sur plus d'un an, ils sont positifs. Sur 5 ans, ils dégomment tout, c'est une belle entreprise. Après, faites attention, faut être dans les entreprises où il n'y a pas de disruption, comme les entreprises industrielles, ou sinon les entreprises financières, parce que eux, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de marge, ou sinon tout simplement la tech pure, en mode voilà, donc moi l'intelligence artificielle, c'est moi qui vais la créer. Du Google, du Microsoft, c'est moi qui vais proposer des systèmes pour remplacer les logiciels existants. Après, pourquoi j'ai voulu parler de software, c'est justement parce que j'ai lu en m'informant aujourd'hui sur un article un proverbe connu dans la tech. Ils disent There is no moat in softwares. En mode, il n'y a pas d'avantage compétitif dans les softwares. Et en fait, c'est normal, le risque de disruption est immédiat et omniprésent tout le temps. En tech,
il y a pas presque, il y a presque pas de, comment dire, de dépenses. Dès qu'on investit en créer une solution, la marge elle est maximale. Du coup, les, euh, les concurrents, bah, ils viennent, ils tentent leur coup, ça marche pas, et au fur et à mesure ils viennent. Par contre, si vous avez une chaîne de restauration ou une chaîne de distribution comme Carrefour, Carrefour ils ont une marge à 0,7%, marge nette. 0,7%. Donc si vous voulez être rentable et faire beaucoup d'argent à concurrencer Carrefour, bon courage. Parce que vous ne pourrez pas avoir les mêmes prix, la même quantité, le même volume avec des marges meilleures. Sauf si, bien évidemment, vous avez un autre système modèle comme Costco. Mais voilà, donc c'était la petite aparté du jour. On revient, on va parler d'Oracle. Oracle, vous avez bien vu, ça a explosé récemment. Et ça a pris 40% dans la journée, et puis ça a respiré hier, et aujourd'hui ça prend moins 5%. Donc ça reste depuis le début de l'année explosif. Donc 76% depuis le début de l'année. C'est très bien. C'est très surévalué aussi en termes de ratio financier. Mais en fait, c'était justement, eux aussi, ils étaient dans le viseur de l'intelligence artificielle. Ils avaient loupé leurs attentes, ils proposaient du software, sauf que eux, ils ont plus vite que les autres surfé sur la tendance. Ils ont commencé à fournir des solutions cloud. Et ils mettent dans leur cloud plein de solutions adaptées, plein de trucs, etc. Et bien évidemment, le business du cloud, c'est très générique, mais en fait, eux, ils investissent pour construire des data centers. Ils achètent beaucoup de puces Nvidia, ils les mettent dans les data centers, ils mettent des entreprises comme Schneider pour gérer le data center et ils louent ou sinon ils vendent la capacité de calcul du data center à d'autres entreprises comme, disons par exemple Microsoft, OpenAI, tout ça. En fait, leur résultat, le dernier résultat d'avant-hier était nul. Par contre, le forecast, c'est-à-dire la prévision, est incroyable. Ils ont dit, bah, déjà, c'est l'équivalent du carnet de commande, c'est les commitments, c'est-à-dire l'engagement des commandes, hein, une sorte de truc aux États-Unis où on s'engage à acheter, mais c'est pas encore facturé, c'est pas encore conclu dans le marché, dans le carnet de commande, mais les engagements de commande sont faramineux et ils ont annoncé que d'ici 5 ans, je pense, ils vont, ils vont faire plus 400% à peu près de commandes. En gros, là, ils sont en train d'avoir des revenus au cloud de 17 milliards, un truc comme ça. Ils vont faire x14. x14 ou un truc comme ça. Donc, ils vont aller jusqu'à 150 milliards. Donc, c'est beaucoup. Et c'est bien pour ça que ça a explosé. Et parmi, quand on voit le carnet de commandes gigantesque, bah, moi, j'ai fait une petite recherche Grok pour vous donner plus d'infos, bien évidemment. Donc, voilà. Déjà, ils sont très endettés. Alors, attendez. On revient là. Donc la capitalisation boursière après la hausse, c'est 830 milliards. Bien évidemment, c'est beaucoup. Le free cash flow qu'ils ont, il est négatif, parce qu'ils investissent tout. Sur les 4 derniers trimestres, il est négatif, donc moins 6 milliards. Ils ont une méga dette de 100 milliards. C'est beaucoup 100 milliards hein, pour une entreprise comme ça. Dites-vous que elle est, comment dire, si Google est une entreprise qui fait 2-3 trillions, ils font un free cash flow de 100 milliards. Eux, ils peuvent se permettre une dette comme ça. Ça ferait moins d'une année de free cash flow. Mais Google, ils sont en trésorerie nette. Eux, ils ont une dette nette totale de 91 milliards. C'est beaucoup. Pas de free cash flow. Le free cash flow opérationnel, il est en hausse. Oui, ils se débrouillent pour faire plus de bénéfices liés au cloud, mais ils réinvestissent tout. Et en fait, dès que l'action monte, ils la mettent en collatéral pour emprunter. Ou sinon, ils émettent des actions. Et ça leur fait un petit peu de flux de trésorerie. Parce que là, si vous enlevez les émissions d'actions, c'est encore pire. Donc voilà, en raison des investissements massifs au CAPEX, comme je vous ai dit. Le CAPEX, il est gigantesque. Donc environ 35 milliards, ils vont tout exploser l'année prochaine. Le carnet de commandes, c'est 455 milliards, donc comme je vous ai dit, à peu près 400% de hausse. Bon, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais ce que je voulais vous montrer, et là où il y a soupçon d'une bulle pour moi, parce que c'est comme ça que j'ai nommé le petit titre là, est-ce que c'est une bulle? Le soupçon de bulle que j'ai, c'est que Oracle, ils ont annoncé un carnet de commandes, un équivalent carnet de commandes de 450 milliards, dont 300 milliards, c'est OpenAI. Qu'est-ce qu'ils veulent? Contrat cloud sur 5 ans pour de calcul. Ok.
xAI, c'est l'entreprise qui a racheté Twitter d'Elon Musk, parce que xAI appartient aussi à Elon Musk, incroyable, mais bon, c'est pour faire des synergies, Grok, la plateforme, etc. Puis à Meta, puis à Nvidia, puis à AMD, Vodafone, et puis aussi à Google, Microsoft, Amazon, tout ça. Mais bon, moi, je veux parler de OpenAI. Alors, OpenAI, il faut savoir qu'ils ne sont pas rentables encore. OpenAI. Bref, vous savez quoi? Je vais demander directement à Grok, mon pote. Allez, charge. Est-ce que OpenAI est fait du free cash flow? Je pense que non. Après, il va bien me... Non, ne génère pas de free cash flow positif. Au contraire, l'entreprise continue de brûler du cash à un rythme élevé. Ok. Avec des dépenses qui dépassent largement son revenu. D'accord? Croissance rapide, c'est vrai. C'est ChatGPT, les solutions, les gens sont en train d'implémenter les solutions. Par contre, les dépenses en cash burn. Ok, donc les coûts opérationnels sont en train d'exploser. Pas de rentabilité avant 2029, tiens donc. Donc en fait, qu'est-ce que fait notre OpenAI? OpenAI, il n'a pas d'argent. Et il vient et il dit, moi, je vais investir 300 milliards chez toi. Bien. Toi, Oracle, si tu te fies à lui, tu lui fais confiance, tu annonces 450 milliards de carnets de commandes, le marché s'emballe. Mais, à ce moment même, les 300 milliards ne sont pas chez OpenAI. OpenAI est loin de faire même pas 50 milliards de chiffre d'affaires par an. On revient, jette un coup d'œil. Alors, les dépenses, non les revenus. Voilà, regardez, OpenAI a atteint 12 milliards de revenus annualisés en juillet, avec un objectif de 12,7 pour l'ensemble de l'année. Ça, c'est le revenu, chiffre d'affaires. Il y a les dépenses courantes, il y a plein de trucs. Certes, c'est une multiplication par 3 depuis 2024. Mais vas-y, on multiplie encore par 3 et on considère que c'est 15 milliards. Ça fait 45 milliards. 45 milliards, on parle de marge brute. On parle pas de cash flow, là. On veut juste prendre le... Combien on veut prendre en capex de ces 45 milliards? On est très généreux, on va faire 30 milliards de free cash flow. Donc il faudrait 10 ans de capex chez Oracle pour faire les 300 milliards. Sauf que Oracle l'a dit que c'était dans 5 ans. Ça c'est de 1. De 2, l'entreprise ne peut pas en faire ce que j'ai dit parce que ils se financent en levée de fonds. Et bien évidemment, ils sont là quand il y a Stargate, ils sont là quand il y a l'appel aux investisseurs. Comment il s'appelle l'investisseur principal actionnaire de l'entreprise japonaise là? Song. Comment elle s'appelle? Japanese Investor Masayoshi Son. Voilà. Et c'est quoi son entreprise? SoftBank. Voilà. Bah du coup, SoftBank vient, met des milliards à chaque fois. Il y a des autres entreprises qui viennent, qui investissent. C'est Microsoft qui est actionnaire de OpenAI. Mais ils n'ont absolument pas, ni cette année, ni l'année prochaine, ni dans 3 ans, les 300 milliards. Et s'il y avait une levée de fonds aussi grosse, ça se saurait. Et eux, ils disent c'est sur 5 ans, tranquille, 60 milliards par an en moyenne. Donc en gros, ils vont investir par an 5 fois leur revenu, ce qui est dingue. Donc 5 fois le revenu, pourquoi je dis 5 fois le revenu? Parce que c'est 12 milliards. Donc c'est n'importe quoi. xAI c'est multimilliard, ok, multimilliard c'est plus d'1 milliard. Disons 10 milliards, c'est crédible. Surtout si c'est sur plusieurs années. Même chose pour Meta. Meta, elle a les moyens. Meta, elle peut te mettre 300 milliards sur 5 ans. Meta, ils font du gros chiffre d'affaires. Ils peuvent diminuer le cash flow. Ils y donnent un très petit dividende. Ils peuvent faire des émissions d'actions. Ils ont les moyens. Nvidia, ils ont les moyens. AMD, plus petit qu'Nvidia, mais ils ont les moyens. Par contre, tu me dis 300 milliards pour l'entreprise qui a perte. Il y a un gros souci dans l'histoire. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'entreprise baisse Oracle baisse de 5%. Et je pense qu'elle va respirer un petit moment. Parce que voilà, c'est pas crédible. Et à chaque fois qu'il y a des hausses comme ça de 40% dans la tech et tout, je me prends pour un con. Parce que je me dis, mais en fait, la valorisation, ça sert plus à rien ou quoi? En fait, non, c'est juste des gens qui shortaient Oracle pour le côté software qui est en train de mourir, comme je vous l'ai dit, qui se sont fait racheter en masse. Boum, ça explose. Par contre, on revient toujours aux fondamentaux. Certes, c'est une méga tendance.
les data centers, tout ça. Mais faites attention, si vous y croyez vraiment, il y a d'autres entreprises qui sont mieux valorisées. Ou si vous voulez du cloud et vous voulez dormir tranquille, Microsoft à la rigueur, c'est cher mais c'est bon. Nvidia, AMD, vous pouvez acheter le Nasdaq si vous voulez. Mais Oracle en soi, après la hausse, ou même Oracle avant l'annonce de leur marché de commande, c'était imprévisible en fait. Et le carnet de commande lui-même, bref, moi je veux pas me mouiller, je prends tout ça avec des pincettes et c'était une aparté pour parler d'une susceptibilité de bulle. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. La bulle des data centers. Là, c'était les solutions cloud, maintenant c'est le data center. Donc évidemment, Oracle a explosé. Il y a d'autres solutions de data center comme Nebius. Regardez-moi qu'est-ce qu'elle fait. 200% en un an. Bien évidemment, il commence à peine à faire des profits. Irene, 230% sur un an. Enfin, sur un an. Depuis le début d'année uniquement, hein, tout ça. Super Macro, là c'est une entreprise douteuse, ils ont doublé, puis ils se sont effondrés, puis voilà, ils se battent un petit peu contre le marché. Pas mal comme performance, 50% depuis le début de l'année, mais attention, ils ont découvert des fraudes de l'année dernière sur cette entreprise. CoreWeave, explosion aussi, comme les Nebius et les Irene. Ça c'est une entreprise qui fait pas encore d'argent, à peu près 200% depuis le début de l'année, et Nvidia est actionnaire. C'est pour ça qu'ils sont rentrés au capital là, et du coup bah ça a explosé. Donc moi j'achèterais, enfin, à part si je suis un trader ou si je fais du trend following pur, j'achèterais pas ça. Je sais pas. Après c'est mon biais. Moi j'ai du Total, j'ai du Schneider. Je vais pas acheter ces trucs comme ça. Bref, attention aux data centers. Moi je préfère avoir du Schneider. Vous voyez, Schneider. En fait, les data centers qu'Oracle va s'endetter et va émettre des actions pour construire et pour vendre en solution à OpenAI. Bah moi j'ai mieux moi. Moi j'ai ça. Moi j'ai ça. Depuis le début de l'année, ça fait -3, tant mieux. Faut acheter. Cette entreprise, elle aide à construire les data centers. Certes, tu veux construire ton data center, tu veux le faire à perte, tu veux le faire parce que quelqu'un t'a promis 300 milliards de revenus qu'il ne va pas te donner. Ok, bah moi je te fais ton data center et puis toi tu te démerdes. Bah voilà. Donc attention, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc aussi le fait qu'NVIDIA arrête les services cloud aujourd'hui, c'est pas leur point de compétence, c'est pas leur zone de génie comme diraient certains. Donc ils laissent ça peut-être à Oracle. Et eux ils se dédouanent parce qu'ils commencent peut-être à sentir la bulle. Ça sert à rien de surinvestir sur un secteur où on n'est pas les meilleurs, alors que Nvidia c'est des concepteurs, c'est même pas des fabricants, c'est des concepteurs de puces. TSMC leur construit les puces et après ils les vendent. Ils ont des commandes, ils ont de la valeur ajoutée, ils ont la prime sur Nvidia, c'est uniquement parce qu'ils sont en avant sur la concurrence en termes d'avantages technologiques. Pas de croissance pure, parce que la croissance est liée, mais c'est en fait le niveau de leur puce qui n'est pas comparable avec les autres, qui fait qu'ils seront toujours devant tous les autres, toutes les autres solutions. Donc voilà, Nvidia, je pense à ce niveau-là, même si je n'investirai pas non plus dans Nvidia, Nvidia pour moi est plus safe qu'Oracle. Et puis maintenant, on va parler d'un sujet. Vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais bien étudié tout le secteur pétrolier et tout ça. Et ben, je vais vous parler un petit peu d'un truc. Pour ceux qui s'intéressent au pétrole, vous ne pouvez pas parler ou investir dans le pétrole sans connaître les bases, c'est-à-dire l'OPEC ou l'OPEP. L'OPEP en français, l'OPEC en anglais. Ben, L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Donc il y a 3 groupes en fait. Il y a l'OPEC, c'est des pays qui exportent le crude, le pétrole. Il y a l'OPEC+, c'est-à-dire l'OPEC plus certains pays qui viennent pour apporter un petit peu leur soutien et puis pour fortifier l'organisation. Et puis il y a le groupe D8. Le groupe D8, le groupe D8, c'est un groupe qui rassemble des volontaires pour faire des méga coupes de production dans le pétrole. Et tout ça, ils l'ont fait en 2022 à peu près. Donc on va parler de ces 3 groupes-là avant de parler du cycle du cochon. Alors, on revient là. Voilà. Donc, je vous ai même trouvé une meilleure carte. Voilà. Ça, j'espère que vous arrivez à voir. En noir, on a les pays exportateurs du pétrole. L'organisation des pays exportateurs du pétrole, c'est l'OPEP normal. Ça. Donc, on a le Venezuela, on a la Chine, pardon, je dis n'importe quoi. Venezuela, l'Algérie, la Libye, Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran, plein de pays africains aussi. Donc voilà, je pense que c'est 13 pays à voir. Ces pays-là, ils sont soutenus par
et en plus c'est récent, par une organisation qui s'appelle l'OPEP+. Donc l'OPEP, comme je vous l'ai dit, l'Arabie Saoudite, avec la capacité de production maximale, l'Iran, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, Koweït, Nigeria, Algérie, Libye, Angola, Venezuela, etc. L'OPEP+, maintenant. L'OPEP+, bah, il y a la Russie qui vient et qui s'incruste, le Mexique, le Kazakhstan, l'Oman, l'Azerbaïdjan, la Malaisie, le Bahreïn, le Soudan du Sud, Brunei et le Soudan. Bien évidemment, c'est ridicule à partir de la Malaisie, mais bon, c'est des pays qui peuvent ensemble porter leur poids. Voilà. Donc, il faut savoir que la plupart de ces pays ont des quotas et ils font des réunions et sortent avec des quotas. Il y a le quota de l'OPEP, quota de l'OPEP+, et le quota des 8. On n'a pas encore parlé des 8. Alors, mais juste pour vous dire, regardez, l'OPEP+, en 2023, produit 44 millions de barils par jour. Voilà. Donc, ils font des réunions. Si le prix baisse, ils baissent la production. Si le prix monte, ils montent la production. C'est des revenus pour eux pour gérer les finances de leurs États. Maintenant, les 8, là. Les 8, je l'ai mis ici. Les 8, c'est l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et l'Oman. Ces 8 pays-là, ils se sont mis d'accord pour faire des méga coupes. Ils ont coupé à peu près ensemble 2 millions de barils. Genre, les 2 millions de barils en moins de leur production. Et tout ça faisait que, bien évidemment, par rapport à chaque pays, c'est la Russie qui produisait le moins avec l'Arabie Saoudite. Les autres produisaient un petit peu. Ils faisaient des coupes moindres par rapport à leur quota, etc., pour permettre à chaque pays de quand même vivre des exportations. Sauf qu'en ce moment, quand vous entendez l'OPEP et tout sont en train de surproduire, non, c'est pas ça. C'est ces gens-là, ils avaient fait 3 coupes et ils sont en train de les enlever. Et du coup, là, c'est sur les dernières vagues comment on dit en anglais, unwinding, de voluntary cuts. En gros, ils enlèvent les coupes volontaires qu'ils avaient. Par contre, l'OPEP et l'OPEP+, hors groupe des 8, sont en train de lever le plafond de production. C'est deux autres choses. Donc voilà par rapport à l'OPEP et l'OPEP+. Maintenant, on va parler du cycle du cochon. Le cycle du cochon, déjà, on va voir si j'ai des tweets par rapport à ce que je vous ai dit sur le pétrole. Donc là, en fait, c'est en arabe, c'est pas grave, on peut traduire. Les prix du gaz au nord-ouest américain chutent à des niveaux records. C'est pas ce qui est écrit en là. Ah oui, voilà. Donc chute à des prix records, normal. Pour l'instant, tout ce qui est récession, tout ce qui est contrat à Chine avec la Russie. En fait, déjà, vous devez savoir que la Russie a activé un projet, le projet Siberia 2, qui passe par pipeline jusqu'en Chine. Donc, plus la Chine prend du gaz pipé, moins ils ont de demandes sur du gaz naturel liquéfié, le LNG. Moins la demande est sur le gaz naturel liquéfié, moins la demande est sur le gaz américain, parce que eux, ils ne l'envoient qu'en gaz naturel liquéfié. Et du coup, le gaz américain fait qu'il chute. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ouais, donc tout ça, on va en parler juste après. Petite parenthèse, Laure, il a tapé 3700, donc je sais pas si ça vous fait peur. Moi, ça me met un petit peu le doute. Donc voilà, on va parler du cycle du cochon. Alors, on va prendre l'exemple d'un agriculteur. Enfin, allez, prenons pas l'agriculteur. Enfin, pour bien parler du vrai cycle du cochon, vous avez des cochons, ok. Vous les vendez. Les gens les achètent, ok, à un prix normal. Vous vous dites que le prix est trop bas, ça couvre pas le foin, la nourriture que vous leur donnez. Du coup, vous allez faire moins de cochons l'année prochaine. D'accord? Vous allez dépenser moins, mais vous allez vendre moins de cochons. Sauf que la population, le village qui est client de chez vous, qui vous achète vos cochons, c'est les mêmes personnes. C'est le même nombre de personnes. Du coup, il y aura plus de personnes pour moins de cochons. Donc, ils voudront vous l'acheter au meilleur prix. Du coup, le cochon va augmenter en prix. Du coup, vous allez vous dire, ah, mais en fait, le prix, il monte. Mais du coup, qu'est-ce que vous allez faire? L'année prochaine, vous allez vous endetter, vous allez, je sais pas, mettre toutes vos économies sur le blé, tout ça. Vous allez bien dépenser et acheter beaucoup de cochons. Parce que vous êtes juste une personne qui vend du cochon, qui ne fait pas d'études de marché. L'année prochaine, vous allez faire beaucoup trop de cochons. Sauf que de l'autre côté, les personnes pensent qu'il n'y aura pas assez de cochons l'année prochaine comme cette année.
Du coup, ils vont mettre de côté leurs cochons. L'année prochaine, vous allez avoir beaucoup de cochons. Les gens ne voudront pas acheter leurs cochons, voire ils vont acheter moins de cochons. Et du coup, vous allez avoir du cochon à ne rien en foutre. Du coup, le prix va baisser brutalement. Et en fait, vous allez vous débarrasser de vos cochons, quitte à les vendre à perte, donc à des prix très bas. Et en fait, c'est ce cycle. Vous allez prendre la perte, vous allez sous-investir, vous allez mettre le marché dans une situation de pénurie, les prix vont monter suite à la pénurie, vous allez surinvestir, euh, les marchés vont suracheter, et puis la boucle. L'année prochaine, ils auront plus d'argent pour acheter, donc vous allez vendre vos cochons à perte, donc etc. Ça va rebaisser, puis ça va remonter, puis ça va rebaisser. Et puis c'est la même chose dans le blé et dans le pétrole. En fait, là en ce moment, on est en train de fermer les plus grands puits dans le bassin permien, on est en train de couper les capex, on est en train de sous-investir dans le pétrole en général, parce que c'est plus aussi rentable, les prix baissent. Sauf qu'à un certain moment, les prix vont tellement baisser que les gens vont arrêter de produire du pétrole, et une fois que le pétrole sera moins disponible sur le marché, ce qui risque pas d'arriver en ce moment avec l'OPEC et tout, je vous expliquerai, mais une fois que le pétrole sera moins disponible sur le marché, les gens, si la demande est toujours là ou s'il y a une croissance, vont payer très cher pour en avoir, prix explose, sur investissement, sur production de pétrole, prix chute, etc. Voilà, donc ça c'est le cycle du cochon en économie. Et justement pour parler de ça, qui sont les pays qui produisent le plus de pétrole? On avait parlé de cette carte ici. Donc en gros, je vais vous la faire courte. Il y a cette zone, donc l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient en général. Il y a la Russie, il y a la Chine, légèrement, mais surtout la Russie. Et il y a les États-Unis avec le Canada. Le Canada, c'est les sables bitumineux, et les États-Unis, c'est le schiste. C'est une sorte comment dire, d'aspect géologique de la Terre qui fait que le pétrole est très doux. C'est pour ça qu'on l'appelle le pétrole doux américain, contrairement au pétrole lourd, heavy crude, du Moyen-Orient. Donc, bien évidemment, ça c'est en 2019. À voir, le Brésil est en train de négocier pour rentrer dans l'OPEP. Peut-être qu'il l'a déjà fait, j'ai pas vérifié les dernières avancées. Bah du coup, les bassins, désolé, ce que je voulais dire, c'est que en ce moment même, le plus grand producteur de pétrole au monde, c'est les États-Unis. Et pourquoi ils sont devenus le plus grand producteur au monde? Parce que ces messieurs-là, le groupe D8, ils ont commencé à faire des coupes volontaires. Du coup, ils ont commencé à abandonner des parts de marché pour soutenir les prix. Sauf qu'en ce moment, ils sont en train de faire l'inverse. Ils se disent, bah nous, on va récupérer nos parts de marché, on va surproduire, quitte à faire baisser les prix, ça va tuer le pétrole américain. Certes, ça tue le pétrole américain parce que le pétrole américain marche très bien quand les prix sont hauts. Les bassins du Permien sont des bassins avec des prix break-even point, comme on dit, c'est des prix à coût de revient hauts. Les majors comme Chevron, Exxon et tout, savent gérer tout ça et savent baisser leur break-even point. Mais pas sur tous les bassins. Le bassin permien est un bassin qui nécessite beaucoup d'argent. Et justement, c'est l'objet comment dire, du point 7. C'est les bassins les plus exploités aux États-Unis. Alors là, on en a parlé. Là, voilà. Donc il y en a 3. Après, il y en a plus, mais on s'en fout des autres. Ils sont très petits. Il y a le bassin permien, Permian Basin, à l'ouest du Texas, donc à peu près 6 millions par jour. C'est beaucoup, hein. C'est la moitié, rien que ce bassin, c'est la moitié de ce que produit l'Arabie Saoudite ou la Russie. Donc c'est la moitié aussi de ce que produit les États-Unis. Il y a, bref, on avait parlé de ce bassin qui est le plus prolifique, mais qui a aussi, prolifique du monde, hein, mais qui est un petit peu cher pour exploiter. Et puis vous avez deux autres bassins, le Bacon et le Eagle Ford. Le Eagle Ford, c'est un bassin, le deuxième plus grand, et moins cher à utiliser, avec le Bacon. Mais en fait, les grandes majors pétrolières, elles ont des puits partout. Et quand certains bassins commencent à ne plus être rentables au Permien, bah ils passent au Eagle Ford. Ou sinon ils passent au Bacon. Tranquille. Ils n'ont pas de pression en fait. Ils font marcher ce qui doit marcher, et puis ils passent à autre chose selon le prix. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, bah, ça, je vous ai dit ça pour expliquer ce qui se passe. Parce que regardez, là, c'est Baker Hughes.
C'est une entreprise parapétrolière qui fait à chaque fois chaque semaine la statistique. Quels sont combien de puits ont été ouverts, combien de puits ont été fermés. Bah, sur toute l'année 2025, on a vu des puits fermés au Permien. Ce qui est logique, parce que les prix baissent. Sauf que maintenant, en ce moment, il y a 2-3 semaines, on commençait à avoir des puits ouverts. La plupart de la communauté investie dans le pétrole disait bah, comment ça se fait que les puits sont en train d'ouvrir alors que les prix sont très bas. En fait, ils comprennent pas ou quoi, il faut qu'ils gardent les puits fermés pour faire augmenter les prix. Mais en fait, non. L'entreprise pétrolière, elle doit faire de l'argent. Et du coup, elle fera de l'argent même à 60 balles le baril. Sauf qu'elle ne le fera pas au Permian. C'est pour ça qu'on n'ouvre plus au Permian, voire on les baisse. Par contre, on passe aux autres bassins. Les autres bassins, eux, ils marchent toujours. Donc ils viennent, Eagleford plus 4. Cana Woodford plus 1, etc., etc. Donc voilà pourquoi les bassins de schiste peuvent ouvrir même avec les prix bas. Par contre, même si les puits ouvrent, c'est des puits à faible capacité. Donc on continue à produire, on gagne un peu d'argent quand même, mais la production américaine totale est vouée à baisser. Et c'est ça ce que nous dit le post de cette page. Le nombre de plateformes pétrolières américaines augmente pour la 3e semaine consécutive. Voilà. Donc on a fait un plateau et puis là on augmente légèrement. Voilà, donc ça c'est les W donc pour week. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ça fait beaucoup d'informations, j'espère que vous êtes en train de profiter avec moi. Les puits en exploitation en hausse, oui, je vous ai parlé des autres bassins par le Permien. Voilà, donc dernier truc que je voulais vous dire, bah, en ce moment je suis en train de m'intéresser au Bitcoin. Pour moi c'est du vent, ok? Pour moi c'est du vent, c'est des codes informatiques, tout ce que vous voulez. Moi je suis pas un fan de tech, mais il n'y a pas de valeur intrinsèque. C'est comme l'or. C'est comme l'or. L'or c'est un caillou jaune. Tu l'achètes parce que tu espères que quelqu'un va te l'acheter plus cher. Point. J'irai pas jusqu'à dire débile, mais c'est quelque chose qui est rare. C'est quelque chose qu'on offre aux femmes, par exemple. C'est un truc qui a de la valeur, mais stocker de la valeur dans l'or, j'ai toujours trouvé ça chelou. Stocker de la valeur dans quelque chose qui rapporte de l'argent, même en période de difficulté, je trouve ça plus logique. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Le Bitcoin, pour moi, c'est comme de l'or, à la fois en moins bien et en mieux. En mieux parce qu'on n'est pas obligé de le transporter, il est numérique. Et en pire, en moins bien, parce que l'or, moi, on peut le toucher, on peut le casser sa dent, ou faire une dent en or, ou l'offrir, etc. Alors que le BTC, vraiment, ça sert absolument à rien. Et à ce qui paraît, contrairement à l'ETH, c'est parce qu'il ne sert à rien qu'il augmente. Parce que l'ETH, c'est des smart contracts, c'est des genres de trucs qui servent dans la vraie vie. Bah, on dit que l'utilisation industrielle de l'ETH pollue l'aspect valeur refuge. Et effectivement, ça revient à comparer l'or et le pétrole. Le pétrole est une valeur refuge, mais pas forcément parce que le pétrole, on peut créer de l'énergie avec. Et du coup, on en a besoin. Donc on va pas stocker de la valeur dessus. On peut l'échanger contre des choses. Le Bitcoin, si tu vas en Chine, tu as un Bitcoin. Un Bitcoin aux États-Unis, ça vaut 116 000 euros. 116 000 dollars, pardon. Tu vas en Chine, tu veux échanger un truc qui vaut 116 000 dollars avec un Bitcoin. Mais tu pourras pas. Parce qu'en Chine, c'est interdit le Bitcoin. Du coup, c'est du vent. Par contre, un baril de pétrole, tout le monde sait ce que c'est et tout le monde saura l'utiliser. Donc, c'est une question philosophique. L'aspect industriel avec l'aspect valeur refuge. Certes, l'aspect industriel pollue effectivement l'aspect valeur refuge, mais est-ce qu'on préfère pas un baril de pétrole plutôt qu'un BTC? Après, le pétrole, on peut en trouver sous terre, il faut juste payer plus. Le BTC, il y en a 21 millions et pas plus. Peut-être, je sais pas. Moi, je me suis intéressé à ça parce que jusqu'à là, moi je disais que c'était du vent depuis toujours. Sauf que le temps ne me donne pas raison. Et c'est pas grave. Par contre, je me suis dit, mais pourquoi je profiterais pas de ça quand même? Et du coup, je me suis intéressé à MicroStrategy. MicroStrategy, c'est une boîte frauduleuse à première vue, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle émet des grosses quantités de dettes et des émissions d'actions. Elle dilue les actionnaires, elle achète du bitcoin à tout. Le PDG, il a eu des problèmes avec la justice américaine pendant les années 2000, parce que bien évidemment, il a commencé à faire des trucs chelous, il vend du rêve pendant la bulle des dot-com, et puis il a craché son entreprise et ses actionnaires. Mais bon, en fait, aujourd'hui, avec toutes les audits possibles, il est bien dans la légalité, et en fait, c'est là où je vais vous expliquer ce qui se passe. Alors. La nave, en fait, j'ai fait une petite étude avec Grok.
Et en fait, on a parlé du fait que il achetait du BTC, effectivement. Et si on comparait la valeur du BTC par action avec la valeur du BTC en action de... Bon, vous n'allez pas me comprendre, mais regardez, la valeur de MicroStrategy, l'action, c'est 330 balles, 330 dollars. Ok. Combien dans cette coquille qui est MSTR, l'action MicroStrategy, combien y a-t-il en dollars de Bitcoin? Ben, il y en a 260. En gros, on paye l'action MSTR 1,3 fois plus cher que le Bitcoin. Donc, vaut mieux acheter du Bitcoin dans le marché qu'acheter une action MSTR. Par contre, qu'est-ce que nous donne comment dire, qu'est-ce que nous donne comme avantage l'action MSTR? Bah, déjà, le fait qu'on paye plus cher l'action que le Bitcoin permet à l'entreprise d'émettre des actions pour acheter du Bitcoin pour augmenter d'une façon contre-intuitive le nombre de Bitcoin par action. Parce que le nombre de Bitcoin par action, il augmente depuis très longtemps et je vous ai trouvé un petit tableau. Voilà. Donc, ouais, ça c'est que depuis 2025. Ouais, bah déjà depuis janvier 2025, il avait 2% 2% de Bitcoin par action. Là, il en a 11%. Là, il en a 14%. Là, il en a 16%. Là, il a 26% de Bitcoin par action. Juste pour vous dire qu'il fait n'importe quoi pour avoir le plus de Bitcoin par action. Et le Graal, supposons on arrive à un moment où il y a autant de Bitcoin par action qu'une action MSTR. Bah, logiquement, l'action, elle devrait valoir un Bitcoin. Donc l'action qui vaut 300, elle devrait valoir 116 000. Bien évidemment, ça n'arrivera jamais, enfin, ça n'arrivera jamais, je sais pas. Mais c'est très subtil, cette histoire. Du coup, c'est pour ça que MicroStrategy, même avec la face frauduleuse qu'a l'entreprise, il vaut mieux étudier l'entreprise plus en profondeur, surtout que maintenant ils arrêtent de faire de la dette et ils font des IPO, des cotations nouvelles d'actions en bourse, pour lever du capital d'une façon définitive contre un rendement, un dividende qu'ils peuvent couper à tout moment, mais contre un dividende qu'ils vont payer toute leur vie. Eux, c'est pas grave. Eux, ils vont te donner 10% par an. Ils vont prendre de l'argent qu'ils te rendront jamais parce que tu es devenu actionnaire. Si tu veux de l'argent, tu vends. Et l'argent, ils l'ont pris à l'introduction, c'est bon. Et cet argent, ils vont acheter d'après eux du Bitcoin qui va faire 30% par an. Donc, ils gagnent. Ils gagnent à tous les coups. Et c'est pour ça que le business model, si les hypothèses sont bonnes, est pas mal. Par contre, l'hypothèse, c'est là où j'ai du souci, c'est le Bitcoin. Il monte, mais c'est du vent. Voilà, donc j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'espère que ça vous aura plu. Une grosse vidéo et j'espère que vous allez aimer. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, aimer, commenter, partager et puis soutenez-moi. Merci, bon courage.